Hey, bonjour, c'est Pablo Mira. J'ai dit bonjour parce que j'ai des gros problèmes d'articulation. Ah, ça, c'est un éternel problème. Par exemple, quand je dis bienvenue dans 168, ben, je dis pas 168, je dis 168. Et c'est extrêmement pénible à entendre. Vous auriez totalement raison d'arrêter ce podcast là maintenant pour écouter un bon vieil édito de qui sais-je, Jean-Michel Apathy. J'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que dans votre vie privée, voilà, il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a des rapports non protégés, il y a des relations de famille apaisées, hein, parce qu'on ne va pas évidemment vous souhaiter du mal. Encore que... non, mon Dieu, non, truc horrible. Je rappelle le principe, pour ceux qui rejoignent 168, 168, on est sur un podcast dont j'ai du mal à prononcer le nom, déjà, ça c'est vraiment dur. Et je dis pas non plus podcast, je dis podcast, hein, ce qui est un peu différent. Non, un podcast non monté, non mixé, quasi non préparé, juste je choisis les 4-5 sujets dont j'ai envie de parler, j'essaie d'y réfléchir le moins possible en amont, et on essaye de voir ce qui sort de ma petite caboche, quoi. Et personne pour me donner la relance, un homme seul face à son surpoids et à sa poitrine bien trop velue. Voilà, vous avez le principe. 268 épisodes, je ne sais plus combien. Je commence à perdre les numéros, ce qui veut dire que voilà, il commence à y avoir un certain nombre d'épisodes. Je suis assez content. Hein, je pensais que c'était un podcast qui était voué à mourir dans l'oubli, et puis finalement, il a trouvé son petit public. Hein, il y a des gens qui aiment bien m'écouter, comme ça, pendant qu'ils font la vaisselle, pendant qu'ils font zizi pampan, ce genre de choses. Bah voilà, bah moi ça me fait plaisir de vous servir de tapis sonore, hein, pour ne pas avoir à affronter la solitude de votre condition humaine. Ça me fait plaisir d'être un tapis sonore. Que vous dire, les amis? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans ma vie? Parce que 168, c'est rapport à 168 heures. Les 168 dernières, qu'est-ce qui s'est passé? Des belles choses. Il s'est passé des belles choses. Hein. Le Pablo, il est en train d'essayer de bosser sur un nouveau projet. Alors, il peut pas tout vous dire. Il peut pas tout vous dire parce qu'il veut quand même qu'il y ait la surprise. Mais c'est un projet quand même qui, sur le papier, est assez fou. Non pas dans les moyens qu'il va demander. Hein, c'est pas un projet à 10 millions de dollars. Il y a pas des ours, il n'y a pas des cascadeurs, il n'y a pas des effets spéciaux avec des tyrannosaures. Non. Par contre, artistiquement, on est sur un pitch qui est assez fou. Euh, et j'essaye de créer un truc nouveau. Je vous le dis, hein, je vous le dis en toute honnêteté. Je crois que si cette chose-là voit le jour, parce qu'on aura trouvé sa forme, et que sa forme tient bien, et que c'est bien, si cette chose voit le jour, ce sera la chose la plus originale que j'aurai jamais créée. Écriture inclusive. Non, c'est vraiment sur le papier la rencontre de deux, trois univers qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Et on tente, je dis on parce que je bosse avec un autre co-auteur et un autre gars qui m'aide sur ce projet-là. Et on est vraiment en mode petit chimiste. Ah, attends, si je mets du cobalt de LOL avec du magnésium de MDR, est-ce que ça marche? Et bah, on est vraiment en mode petit chimiste. Et je ne sais pas, on ne sait pas si ça va marcher. Si ça marche, que c'est le truc le plus original que j'aurais créé. Et je viens de me rendre compte avec ce projet-là, qu'il marche ou pas, que c'est extrêmement dur de créer quelque chose de genre vraiment très très original. Après, le original, c'est toujours un curseur. Très faiblement original, très très original. Et en tout cas, moi, pour mon art, ma discipline, qui est la blagounette, la galageade, la margoulade, je me rends compte que c'est très 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 dur de créer un style, une forme qui n'ait jamais été faite, fait, je ne sais plus, euh, jusque-là. Parce qu'en fait, on fonctionne pas un peu par recette, on fonctionne tous par recette. En tout cas, quand on se met à un art, et bah on copie un peu des choses, des styles, des trucs, des façons de faire qu'on a, qu'on aime bien. On les combine avec plein d'autres choses. On essaie de créer un style comme ça. Mais il y a toujours des, j'allais dire des morceaux d'ADN de nos inspirations. Chez Foresti, il y a du Muriel Robin, il y a du Franck Dubosc, il y a du Dieudonné, et puis il y a de elle, elle-même, quoi, ce qu'elle est naturellement, en tout cas ce qu'elle est un peu plus spontanément. Euh,
je dis n'importe quoi, chez Jérôme Commandeur, tu as peut-être un peu des inconnus, un peu de Pierre Palmade, un peu ce genre de choses, etc. etc. Euh, mais des fois, on essaye, c'est le cas pour ce projet-là, genre de mélanger deux choses qui n'ont aucun rapport, qu'on n'avait pas du tout testé avant. Et en fait, là, on n'a plus aucun repère. Et on sait même pas si ça va marcher parce qu'en fait, on tente une fusion, un mélange de deux choses qui a jamais été fait. Et là, on sait qu'on est sans aucun repère. Donc, c'est hyper excitant de savoir si ça va marcher ou pas, et de voir si on va trouver quelque chose de vraiment nouveau qui a jamais été fait jusque-là. Mais en même temps, on se dit, ah peut-être au fait on va bosser dans le vent, quoi. Après, on va pas bosser non plus 1000 ans, mais on va peut-être bosser 5, 6, 7 séances, peut-être pour un truc qui va à la fin pas marcher, quoi. Mais bon, c'est de la recherche et développement. Ok. Là, on est en train d'essayer de créer un nouveau missile balistique d'humour, hein, qui peut avoir une portée jusqu'à 12 000 km. À voir si on, si on y arrive. Mais c'est une difficulté qui est très très particulière. Trouver son style, c'est déjà une difficulté particulière. Arriver à créer des espèces de trucs, des hits ou des trucs comme ça, des trucs qui marquent les gens, c'est encore une autre difficulté. Euh, Arriver à se renouveler, c'est genre dur. Ça, vraiment, vraiment, je me rends compte. Je peux dire ça dans l'humour, mais j'imagine que c'est la même chose pour la chanson et pour n'importe quel art. C'est genre tellement dur d'arriver à se renouveler. Les gens, ils disent il faut à peu près 10 ans pour arriver à réussir, percer, trouver son style, son public, blablabla. Bla, 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 bla. Mais je pense qu'une fois que tu l'as trouvé, tu as 10 ans où tu peux en profiter. Euh, Ton public te suit, machin et tout. Et au bout de 10 ans, c'est ma théorie des doubles 10 ans. Au bout de 10 ans, ton public, si tu te renouvelles pas dans le style, dans la façon de faire, le propos, l'écriture, bref, si tu te renouvelles pas au moins dans un gros sous-domaine artistique, ton public commence à se lasser de toi. Et ça, c'est vraiment genre pour tout le monde. J'ai vu ça pour tout le monde, que ce soit des artistes pris individuellement. Il y a des gens qui étaient au top et qui sont un peu en dessous aujourd'hui, mais aussi des trucs collectifs, genre les Guignols de l'info, Groland. Il y a toujours pour ces trucs-là une décennie qui est genre l'âge d'or, et après, bah, ça commence à ronfler un peu, ça ronronne. Il y a toujours des coups qui sont réussis de temps en temps, mais déjà, il n'y a plus l'effet de nouveauté, et puis avec la routine, la fatigue, on devient moins exigeant. Et, euh, et je crois que c'est un des trucs les plus durs quand on est humoriste, c'est de prendre ce risque après avoir trouvé et un peu essoré son créneau, d'arriver à essayer d'en choper un autre en douceur, sans non plus que ce soit trop violent, qui puisse redonner de l'énergie et du souffle pour les 10 années suivantes. Euh, c'est un truc que j'ai un peu observé. Évidemment, il y a toujours des contre-exemples, mais c'est un peu un truc qui s'applique à un grand nombre d'humoristes. Alors après, moi, j'ai toujours aussi peur C'est marrant parce que il faut trouver des trucs qui nous permettent de durer dans le temps, et en même temps, j'ai toujours peur, moi, de la saison de trop. C'est un vrai truc chez moi, et je me rends compte que je suis sérieux depuis au moins 7 minutes. Je me reconnais pas, hein. Il y a que dans 168, qui veut dire en fait en français 168, que vous pouvez entendre ce genre de choses, quoi, où je pars pas en Muriel Boll toutes les 5 secondes, même si j'ai vu que vous trouviez que ça manquait de Muriel Boll, ce podcast. Et c'est pas fait pour ça. En deux, c'est pour Muriel Boll, c'est pour le non, intéresse-toi au Muriel Bollisme, ce genre de choses. Là, 168, c'est fait pour autre chose. C'est fait pour essayer de dire des choses qu'on a sur le cœur sans forcément être drôle toutes les minutes. Et donc, que voulais-je vous dire? J'ai perdu le fil. Perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? La saison de trop. Je voulais vous parler de la saison de trop. Non, non, moi, c'est un vrai, vrai truc. Et ce qui explique que, non plus, que je fais des cycles qu'on pourrait qualifier de courts, au fait, en télé ou en radio. J'ai fait 3 ans et demi à France Inter, 2 ans au Grand Journal, 2 ans à Quotidien. Euh, Là, je suis sur les grosses têtes cette saison. Je sens que j'aurais envie d'en faire une saison en plus, peut-être trois, mais au bout d'un moment, je pense que, je me lasserai, comme pour n'importe quel exercice comique. Et, euh, et surtout, moi, j'ai très très peur
de plus être inspiré et de proposer une formule, un format, une recette, un style qui, au bout de 3 4 ans, où les gens commencent à se dire Ouah, ouah, ça commence à devenir poussif, ou c'est du déjà vu, ou c'est du réchauffé, et où ils se disent il aurait mieux fait d'arrêter l'année dernière. Euh, c'est aussi pour ça vraiment que j'ai dit plusieurs fois vraiment, hein, parce que vraiment est une marque déposée que j'ai créée. Acheter un t-shirt, vraiment, c'est sur mon e-shop. Non, c'est vraiment des raisons pour lesquelles j'ai arrêté quotidien au bout de 2 saisons. Alors que je reçois pas mal de messages de gens qui me disent Ah, Pablo, c'est ce que tu reviens au quotidien pour dire du mal du visage d'Étienne Carbonnier. Et je leur explique, c'est que, moi j'avais plus envie de faire ce format-là, et je pense qu'une troisième saison, peut-être que je me trompe, peut-être, aurait été de trop, et que ça aurait fait basculer cette chronique dans la catégorie genre, ça commence un peu à ronronner, quoi. Et je préfère finir sur une bonne impression que de faire la saison de trop, voilà, c'est tout, c'est tout. C'est pour ça que moi j'admire, il y a des gens qui sont très très forts pour gérer cette espèce de fraîcheur à pas perdre et de s'en aller quand c'est le bon moment. Desproges était très très fort pour ça. Il était très fort en écriture, mais il était très très fort pour pas surexploiter un format, que ce soit la chronique de la haine ordinaire, le tribunal des flagrants délires, la minute de Monsieur Cyclopède, ce genre de choses. Il a toujours fait ces trucs 2 3 saisons grand max, et après il part, il va faire autre chose ailleurs. Et c'est devenu culte, et parce qu'il n'a pas eu le temps de rendre le format mauvais, et que s'il avait fait 10 ans de ça, sûrement que ce serait devenu moins bon au fil du temps. Il y a Vincent De Dienne qui est fort aussi pour ça. Euh, il a fait quelques saisons à Inter, quelques saisons au supplément, c'était sur Canal, un magazine le dimanche. 2 saisons dans le quotidien, après il part, il fait d'autres choses. Moi j'ai un peu ce truc-là d'essayer de genre frapper, comment dire, sur une durée courte, très bien, d'essayer de marquer les gens, et après on part, on va faire autre chose, on va essayer de se renouveler. En 2-2, je pense que en vrai je peux en faire encore une saison et demie large, et après sans doute que j'arrêterai. Même si en vrai je pourrais résumer des centaines et des centaines de choses, encore que tous les sujets sont pas faits pour l'écriture qu'est celle de En 2-2, mais j'ai pas envie de faire des épisodes pour faire des épisodes. Moi, il y a des mecs qui me scotchent vraiment quand je regarde. Alors après, ça a son côté positif et son côté négatif, mais dans la façon dont ils ont marqué la culture de la comédie et de l'humour en France, c'est Les Inconnus. Les Inconnus, c'est oufissime. Déjà, ce qu'ils ont produit sur une durée courte d'années, bon, ils se sont formés à la fin des années 80. Au début, ils étaient 5, après, ils sont descendus à 3. Ils ont fait 2 3 spectacles, je sais plus, avec des sketchs qui sont devenus cultes, hein, le Stéphanie de Monaco, le Torchon Chiffon Carpet, le Louis Croivet Bâton, là, le truc de la Révolution. Euh, mais la télé des inconnus, le truc pour lequel on les connaît le plus, avec tous les sketchs vidéo, c'est genre 2 saisons, quoi. C'est de 91 à 93 sur TF1, et ils parodient toute la télé. Personne ne l'avait fait aussi bien, de manière aussi exhaustive et de manière aussi intelligente et bien jouée. Ils défoncent tout pendant 2 ans, euh, et ils s'en vont. Et ils s'en vont, et ils ont fait leur spectacle, et leur spectacle était culte. Ils font leur film Les Trois Frères, bam, gros coup, et ils s'arrêtent pendant un moment. Après, il y a eu le pari, puis après, justement, après, c'est devenu de moins en moins bon, hein. Les films, hein, il y a eu Les Rois Mages, je crois, il y a eu L'Extraterrestre, après, il y a eu les Trois Frères 2. Mais moi, j'ai aimé la façon dont ils ont frappé court et très très fort. Mais genre, pour le coup, vraiment très 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 fort. Pour moi, c'est les derniers à avoir frappé aussi fort culturellement, d'un point de vue de la comédie ou de l'humour. Bon, déjà parce qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas 25 chaînes de télé. Il y en avait 5, 6. Donc les audiences de TF1 en plus étaient genre folles à l'époque. Euh, mais ils ont été tellement bons, et ils ont inscrit, j'allais dire, dans le patrimoine culturel et humoristique de la France, un nombre de références cultes, mais genre monstrueux, monstrueux, que ce soit en film, en sketch de théâtre, c'est ce que je disais, ou en sketch de télé. Euh,
l'impact, il est hors norme. Il n'y a personne après. Après, il y a des gens qui ont marqué, qui ont créé des choses cultes. Je pense au truc de Bref, de Kian Kojandi et Bruno Muccio. Je t'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, machin, bref, machin. Toute la structure du Bref et les quelques gimmicks qui sont devenus cultes. Euh, il y en a eu d'autres, hein, des comme ça, mais même les nuls ont marqué avec évidemment la Cité de la Peur, des répliques cultes, des scènes cultes, mais, euh, mais pas autant que les inconnus. Dans le nombre, dans l'aspect vaste de l'impact qu'ils ont eu. Et après, moi, ce que je trouve hors norme avec les inconnus, et qui m'a. Bon, après, moi, ça m'a marqué dans ma façon de faire de la parodie, les inconnus. Mais c'est qu'ils ont réussi à pointer des trucs du doigt qui, je pense, bon alors, qui sont toujours d'actu, ça c'est sûr. Tu regardes le sketch des politiciens, toujours d'actu, le sketch des flics, toujours d'actu. Il y a les pubs, certains trucs de chanteurs aussi, c'est genre toujours d'actu. Mais je pense qu'ils le seront encore d'ici 100 ans. C'est-à-dire l'homme politique un peu hypocrite qui fait tout pour obtenir des voix, qui tourne autour du pot, qui a des mises en examen, des gros dossiers, des casseroles, des affaires de corruption au cul, il y en aura toujours. Et je pense que la parodie sera toujours d'actu. Alors évidemment, elle aura vieilli dans sa forme, dans son image, dans la réa, dans le grain de l'image, ce que tu veux. Mais le propos et comment il est développé, je pense que ce sera euh, toujours d'actu. C'est pour ça que je trouve que les mecs sont monstrueux, quoi. Chapeau à eux, quoi. Et en plus, tout ça en 4 mois. Non, en 2 ans, mais c'est déjà bien, quoi. Je suis hyper sérieux quand je parle des inconnus. Alors là, j'ai failli dire une phrase pour déconner, mais que je commence à en avoir. Qui commence à me saouler cette phrase. C'est genre, l'humour, c'est très sérieux. Euh, J'en ai marre des gens qui disent l'humour c'est sérieux. Oui, ok, bah oui, l'humour c'est un métier comme un autre. Et quand tu fais ton métier, à un moment t'es concentré. Euh, mais genre, oui, à un moment c'est bon. C'est pas forcément genre plus sérieux que euh, avocat, éboueur, comptable, informaticien ou que sais-je. C'est genre un métier vraiment normal de faire des blagues. Que ce soit en tant qu'auteur, en tant que humoriste, comédien, interprète, ce que tu veux. Mais c'est juste que j'en ai marre de cette phrase qui est un peu éculée et que les gens aiment bien dire. Tout ça parce que ça a l'air contradictoire. L'humour, c'est très sérieux, vous savez. C'est bon. C'est bon. L'humour, c'est genre un métier normal. Stop. Tais-toi. Tais-toi. Bon sang. De quoi je voulais vous parler aussi aujourd'hui? Ah oui, je regarde un petit peu le sommaire. Oui, je voulais parler de ce truc-là. J'ai vu un dossier passer sur Le Monde, sur la place du mensonge dans la société. Moi, ça me parle, hein. La place du mensonge dans la société, voilà, dans les relations sociales, ça m'a toujours parlé. Parce qu'évidemment, bah, le Pablo, il est écartelé, hein, comme à chaque épisode de 168, il y a un truc sur lequel voilà, je suis déchiré entre deux pôles d'attraction, quoi. Non, il y a évidemment, le pôle de l'honnêteté. Moi, j'adore l'honnêteté, c'est vachement bien. Ça et la course à pied, c'est les deux choses nécessaires pour moi pour avoir une bonne santé mentale et physique. Non, non, mais j'essaye, moi, en tout cas, évidemment, avec l'humour qui est mon outil principal, d'essayer d'être le plus sincère possible. Je ne le suis pas tout le temps, parce que la sincérité absolue est, je crois, une impossibilité sociale, mais j'essaye d'aller, même parfois d'aller dans des zones un peu de tension, de conflictuelles. Alors, le fait de faire des blagues fait quand même que tu peux aller un peu plus loin parce que tu désamorces avec des blagues et tout, mais, euh, mais j'essaye. C'est un espèce d'idéal comme ça que j'arrive jamais à atteindre, et donc résultat, je me flagelle et je me mortifie parce que j'arrive pas à atteindre cet idéal. Mais il est là, il est bien ancré. Et comme je sais plus pendant quel épisode de 168 je l'ai évoqué, moi, de mes figures préférées philosophiques, c'est Diogène de Sinope, qui était l'une des grandes figures du cynisme antique-grec, avec l'une de ses valeurs, ou en tout cas de ses pratiques, qui s'appelait la parésia, qui est la vérité à tout prix, qu'on pourrait qualifier de courage de la vérité. C'est de dire les choses aux gens, ce qu'on pense vraiment d'eux, pour pas les envelopper dans un espèce de miel d'hypocrisie qui les empêche de progresser. C'est en gros une vérité aussi à valeur thérapeutique, mais, euh, mais qui a toujours un coût dans les relations, un coût social. Euh,
Bref, ça c'est un idéal. Et en même temps, il y a ce truc-là aussi où euh, le Pablo, il a étudié la sociologie. Il a étudié la sociologie où ça, à Paris 10, Nanterre, UFR de droit. Il y avait les petites pépées à l'époque. Je crois qu'on n'a plus le droit de dire, il y avait les petites pépées. Euh, et non, et j'avais étudié Erving Goffman. Erving Goffman qui est un sociologue mortel, incroyable. Si vous savez lire, lisez Erving Goffman. Le bouquin, il est très court. C'est pas de la sociologie où on prend son pipou et on le frotte très fort pour se faire plaisir intellectuellement. C'est hyper pratique. Vous pouvez. Il y a plusieurs bouquins, mais la mise en scène de la vie quotidienne, c'est le truc le plus fondamental d'Erving Goffman, où il explique en gros que les relations sociales sont un peu comme une pièce de théâtre. Avec tout ce que ça implique, les coulisses, les partenaires de jeu et tout ça. Et il explique que on a différents, on va dire, niveaux de sincérité, de vérité dans le discours en fonction de l'impression qu'on veut donner et qu'il n'y a aucune zone où il y a de la vérité, où il y a une vérité totale et absolue. On est toujours en train de composer un peu un personnage, une mise en scène. Euh, on essaie de se présenter aux autres sous l'image qu'on a envie de leur montrer et on espère qu'ils vont y croire. Et des fois, il y a une fausse note, par exemple. J'essaye d'être un gentleman galant et puis je lâche un petit paix. Bon, bah, ça, c'est une fausse note. Mais ça marche aussi avec les pensées, le fait de cacher les pensées qu'on peut avoir en soi et qui sont contraires, contradictoires avec ce qu'on essaye de vendre comme image, ou alors tout simplement les pensées qu'on a sur les autres en face et qu'on ne dit pas pour préserver évidemment la relation. Hein. Il est évident que je ne dis pas à ma famille ce que je pense vraiment d'elle. Euh, S'ils étaient au courant que je ne pense absolument pas ce que je pense d'eux quand je suis en face d'eux, ce serait une catastrophe. Par exemple, s'il tombait sur cet épisode de 168, hein, ce serait une catastrophe. Après, heureusement, voilà, je viens d'une famille qui n'est pas très portée podcast. Hein, ils ont découvert le modem 56K il y a 2 semaines. Donc j'ai une petite marge. Ça reste entre vous et moi. Hein, entre moi et la petite dizaine de personnes qui écoutent cet épisode. Mais il est évident qu'on ment tous un peu. Alors il y a le fameux mensonge pur et dur qui est la contre-vérité euh, simple de dire le contraire de ce qui est. Et puis il y a le petit mensonge par omission, hein, le fait qu'on fume un peu de la drogue, on fume du cannabis et on le dit pas à maman ou à papa, hein, pour pas avoir petite image de drogué. Hein. On leur dit pas tout ce qu'on fait dans la chambre à coucher en matière de zizi pampanterie, hein, pour pas qu'ils pensent qu'on est un gros dégueulasse. On efface l'historique internet, ce genre de choses. Et je crois que c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire parce qu'on n'est pas assez on n'est pas assez mature, je pense, d'un point de vue espèce humaine, pour accepter des choses qui sont vraiment euh, à l'encontre de ce qu'on est, de ce qu'on pense et tout. Et ce qui fait que quand on est confronté à quelque chose qui est contraire à ce qu'on a, ce qu'on a comme image, comme représentation, bah ça fait naître de l'agressivité, ça fait naître de la bagarre. Et après, on en vient au point. Et après, ça, voilà. Et après, ça ressemble à un UFC. Et ça, on n'en veut pas. Non, non, on est évidemment beaucoup trop immature pour encaisser un degré de vérité élevé. Hein, je pense qu'on peut encaisser à peu près là, actuellement, dans notre phase de développement de l'espèce humaine, on peut encaisser aux alentours de 37% de la vérité. Peut-être, peut-être qu'un jour, on pourra en encaisser plus. Là, j'ai l'impression qu'on va plutôt vers une zone où on peut encaisser moins de vérité encore, peut-être pendant les 20-25 prochaines années. Et ensuite, bam, il y aura peut-être un renouveau, on pourra aller vers des 40-50% de vérité. Mais on aura évidemment toujours besoin d'un petit mensonge, hein, pour se faire du bien, pour que Christine ne s'énerve pas, hein, pour que Abdoul il se froisse pas, hein, en entendant ce qu'on pense vraiment de lui. Non, mais moi je suis vraiment écartelé, et je me rends compte que ce truc-là, cet écartèlement, je vais l'emmener avec moi jusque dans le four d'incinération. Quand j'aurai 53 ans, hein, ce genre de choses, et que je vais mourir d'un diabète de type 2, mais je sens que je ne vais pas le résoudre. Cette question, je ne vais pas la résoudre. Je vais résoudre d'autres questions. Quel est le sens de la vie? Pourquoi le personnage de Shao Zhu dans Dragon Ball? Je vais les résoudre, ces questions. La question de la vérité et du mensonge utile pour la vie en société, ça, bon, bah, ça restera à jamais mon koan.
Pour les gens qui savent ce que c'est un koan. Allez, dans 168, j'ai décidé de vous ouvrir un petit peu à une autre forme de culture. Je vous laisse regarder ce que c'est un koan. Vous tapez Wikipédia. Euh, voilà, vous tapez sur Wikipédia. Au lieu de faire des conneries. TikTok. Mon Dieu. Bon, de quoi je voulais vous parler? Bah tiens, ça tombe bien, TikTok, réseaux sociaux, je vois marqué réseaux sociaux. Clubhouse, les amis. Clubhouse est arrivé. Clubhouse est tendance maintenant dans les médias, dans les gens de la culture, dans les gens de la tech, chez les CEO. Hein, parce que maintenant, il ne faut plus dire PDG, il faut dire CEO, même si c'est exactement la même chose. Alors arrête de dire CEO au lieu de PDG, juste parce que ça fait mieux et plus Silicon Valley, s'il te plaît, tais-toi. Non, Clubhouse a débarqué. Clubhouse, c'est quoi? C'est une appli avec des salons vocaux, avec des thématiques. C'est du direct, il n'y a pas de replay, c'est que de la voix. Pas inintéressant, pas inintéressant. Le Pablo, il a essayé. Hein. Il y a des choses à faire. Hein. Moi, ça peut me permettre de développer mon esprit de Forban sous une autre forme. C'est pas inintéressant. Par contre, attention, il commence à y avoir officiellement beaucoup trop de rézal social. Euh, TikTok, j'ai essayé, j'y arrive pas, ça vous le savez. Je crois que vous y arrivez pas trop non plus, de ce que j'ai compris, des messages que j'ai reçus. J'ai envie de dire tant mieux. Hein, on va créer une communauté des gens qui auront juste dit non à TikTok. Euh, non mais là, il commence à y en avoir pas mal. C'est-à-dire que si tu veux garder chaque réseau et aller sur les nouveaux qui sortent et qui sont un peu tendance et sur lesquels il faut être parce que demain ce sera l'avenir, ça commence à faire beaucoup. Facebook, Twitter, Instagram, Snap, TikTok, Clubhouse. Il faut avoir un abonnement Spotify, il faut avoir un abonnement Netflix, Prime, il faut avoir énormément de choses. Là, à un moment, pour être moderne et dans le coup, il faut avoir énormément de choses. Alors Clubhouse, je l'ai parce que il se trouve que j'ai des amis qui sont dans le coup et que le format il me va bien pour l'instant. Mais là, ça commence à devenir ingérable. En plus, on le sait que les réseaux sociaux, c'est en train de devenir le sida de notre civilisation. Euh, alors, attention, à l'instar du sida, il a aussi ses bons aspects. Euh, Cette phrase, on pourrait la sortir entre guillemets. À l'instar du sida, Clubhouse a ses bons aspects. Euh, non, attention, Clubhouse, les réseaux sociaux ont leurs bons aspects. Hein. Évidemment, moi, vous connaissez mon mode de réflexion, on est sur la recherche de la zone grise, hein, où tout n'est pas top, tout n'est pas à chier, mais il y a du pour, il y a du contre, c'est le paradoxe, blablabla, c'est ambigu. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est la façon de penser que j'aime bien développer. Donc, évidemment, il y a des choses fabuleuses sur les réseaux sociaux, mais on sait tous que c'est en train de nous mener à notre perte. Alors, Clubhouse, pour l'instant, ça a l'air bien. Même s'il y a un aspect élitiste, on est entre nous, on est à Paris, on a du pouvoir d'achat, on va acheter des financiers à 17 euros chez Naturalia ou La Vie Claire, et on est sur Clubhouse pour parler de l'avenir de Twitch. Ça, c'est une folie. Il y a des salons sur Clubhouse pour parler de est-ce que Twitch c'est l'avenir, alors que eux-mêmes croient que Clubhouse c'est l'avenir. C'est une folie. Mais non, mais l'appli est sympa, mais est-ce que c'est pas trop? Et comme à chaque fois, est-ce que c'est genre pas sympa au début? Et en fait, à la fin, ça va genre créer un calvaire et ça va genre défoncer les modes d'interaction entre les gens. C'est mon hypothèse, hein, parce qu'on commence à quand même avoir beaucoup d'exemples comme ça. Facebook qui se transforme en territoire du complotisme et de la bagarre. Twitter qui se transforme évidemment en territoire de la bagarre. Instagram qui se transforme en territoire du narcissisme, TikTok qui se transforme en territoire du super narcissisme, Clubhouse deviendra le territoire de quoi? Hein, je me demande. Hein, du pangolin? Hein, je sais pas, j'ai juste dit un mot comme ça au hasard. C'est fou, le mot pangolin est extrêmement présent dans notre inconscient. Parce que ça aussi on pourrait la sortir comme phrase et la mettre entre guillemets. Le mot pangolin est extrêmement présent dans notre inconscient. Bref, Clubhouse, essayez si vous en avez envie, même si je pense qu'en fait, il faut briser vos smartphones. Je vais peut-être organiser un événement où il faudra briser un smartphone au même moment, 100 personnes ensemble sur la place publique. Et après, on ira dans un Apple Store pour en acheter un nouveau. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, parce que là, ça va faire 30 minutes. Et on m'a dit, oui, Pablo, attention, 30 minutes, après 30 minutes, ça commence à devenir long. Les gares. Je voulais vous parler des gares. J'adore les gares. Pourquoi?
Les gares, c'est encore les grands. Alors je parle des grandes gares, les amis, hein. Saint-Charles, Saint-Jean, Lyon-Pardieu, Saint-Lazare, Montparnasse, gare de Lyon, bref, de la grande gare. Je parle de Matabio, tout ça. Ce sont encore les seuls endroits dans ce foutu pays qui visiblement est en train de devenir un chouïa fou, où les gens se replient sur eux. Euh, on a de moins en moins de contact avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Les gares sont le seul endroit où dans un même espace, vous pouvez trouver des gens de toutes les confessions, de toutes les ethnies, de toute idéologie, de tout âge, de toute classe sociale, de tout genre. C'est genre un endroit fabuleux. Alors évidemment, tous ces gens ne se parlent pas entre eux. Euh, les vieux restent avec les vieux, euh, les prolos restent avec les prolos, les bourgeois restent avec les bourgeois, etc. Mais c'est encore ce seul endroit physique qui peut les rassembler et je trouve ça fabuleux. Vous vous posez dans une grande gare, les amis. Vous vous posez dans une grande gare et vous regardez les gens passer comme ça, hein. Les hommes d'affaires qui vont prendre leur TGV en première classe pour aller faire un petit rendez-vous commercial. Les gens qui débarquent de banlieue via les Transiliens ou bref, les TER, ce que vous voulez. Les familles qui partent en vacances, les gamins, c'est fabuleux, les gares. Tant qu'il y aura des gares, il y aura encore de la mixité sociale. Le jour où il n'y a plus les grandes gares des villes, c'est fini, les amis. Euh, Profitez des gares. Alors attention, je précise une chose, évidemment que ce podcast n'est pas sponsorisé par la SNCF. Mais ça m'aurait fait plaisir qu'ils me proposent un petit billet. Mais non, le podcast, il est fait bénévolement, hein. C'est les podcasts du cœur, les amis. Non, mais voilà, les gares, allez-y. J'aurais voulu vous parler aussi du foot, qui était un des derniers trucs qui peut rassembler des gens un peu de tous horizons. Mais voilà, le temps passe. Il est déjà 32. Euh, je me fais vieux. L'arrêt du lion se dessine sur mon visage. Non, j'espère que vous avez passé un bon moment en faisant ce que vous avez à faire, hein, pendant que vous écoutez ce podcast. Je vous fais évidemment des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Soyez forts, soyez Charlie, soyez facétieux et soyez généreux. Allez, bisous.